Très chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans Débat politique, une émission consacrée à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, avec en premier une évaluation de la campagne électorale qui est à son 10e jour. Les candidats en lice parcourent le pays, vont à la rencontre des électeurs, détaillent leur programme, leur vision et stratégie de l'Algérie 2030 durant le quinquennat présidentiel. Convaincre, c'est leur objectif pour booster la participation au scrutin. La participation est le grand enjeu sur le plan intérieur mais également extérieur vu les enjeux géopolitiques qui bouleversent le monde. Les candidats arrivent-ils à convaincre à travers leurs meetings et rencontres de proximité? Pourquoi ces choix? Ont-ils innové en termes de programmes, discours et slogans de campagne? Ont-ils eu recours aux nouveaux supports de communication digitaux pour élargir leur cible? Pourquoi certains candidats ou leurs représentants créent-ils le buzz et le buzz est-il devenu une nouvelle forme de communication? La communauté à l'étranger, comment l'associer au processus électoral? Quel est le but des fake news et qui en sont les instigateurs? Toutes ces questions et bien d'autres seront déroulées durant ces 60 minutes de débat politique avec nos invités. Nous avons en ligne à partir de Paris Bedis Khinissa, politologue, Hassan Qassimi, expert des questions géopolitiques et sécuritaires, Dr Hassan Derar, expert en transformation numérique, maître de conférence à l'École nationale supérieure du management, et en ligne également à partir de Paris, Nasser Khabat, secrétaire général du MOUDAF, le mouvement dynamique des Algériens en France. L'émission politique, tous les samedis de 13h à 14h. Bonjour messieurs et merci de vous joindre à nous pour aborder toutes ces questions que nous avons déroulées dans ce sommaire. Alors première question, une évaluation rapide de ce début de campagne. Peut-on considérer aujourd'hui que c'est une campagne qui se distingue par le niveau de maturité des candidats qui axent leur programme et leur vision, évitant bien sûr toutes les questions polémiques et les questions provocatrices et de dissension? Monsieur Hassan Qassimi, bonjour. Bonjour madame. D'abord, il faut préciser que c'est une élection où on a trois candidats. Trois candidats où on a trois courants de pensée qui sont plus ou moins représentés. Donc ces trois candidats sont engagés dans cette campagne électorale depuis 9 jours, d'une manière très forte. Et là, ce que nous pouvons, pour la première fois, à première vue, mettre en évidence, c'est qu'il y a une évolution qualitative dans cette campagne, dans la mesure où nous sommes passés pratiquement d'une campagne à support traditionnel, affichage, pancarte, à une campagne électorale à support numérique et électronique. Et là, qui ouvre des champs et des voies d'expression qui sont très fortes, très importantes, au niveau de la société civile et au niveau de tous les partis. Bien sûr, c'est une campagne où on s'aperçoit, quand on suit les déclarations de chacun, que d'abord c'est un enjeu national, c'est un enjeu politique, qui intervient dans des conditions sur le plan régional et international, qui intervient dans des conditions qui sont chrysogènes et qui affectent durement le fonctionnement des États, ce qui rend encore plus difficile l'organisation des élections dans cette conjoncture. Mais là, nous avons une expérience très forte. Et là, je le dis en connaissance de cause, pour la simple raison que je suis quelqu'un qui a toujours, pendant plus d'une vingtaine d'années, participé à l'organisation des élections. Et nous les avons organisées dans des conditions, je vous donne un exemple, les années 90, nous avons organisé des élections dans des conditions où il était pratiquement impossible d'assurer la régularité et aussi la transparence de ces élections. Donc, voilà, donc il y a une expérience, une administration très forte, résiliente, et il y a des candidats. Certains sont, celui du FFS, il est très jeune, il a 41 ans. Le deuxième, c'est celui du Hamas. Et bien sûr, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, que je ne présenterai pas, que tout le monde connaît, et qui a déjà un passé, un grand passé de gestionnaire, un passé d'un homme politique.
et aussi sur un bilan des 4 dernières années de sa gouvernance. Il a réussi à restaurer l'autorité de l'État, il a réussi à restaurer la sécurité de l'État et aussi à mettre en place des processus de développement, de croissance et bien sûr d'autres objectifs qui sont très importants. Et nous avons aussi en ligne avec nous à partir de Paris, M. Badis Khinissa. M. Badis Khinissa, bonjour. Est-ce qu'on peut considérer que cette élection se distingue par rapport aux précédentes par la qualité des débats et des programmes proposés aujourd'hui aux électeurs algériens, ici bien en Algérie qu'ailleurs à l'étranger? Non, totalement. Il est pertinent de dire aujourd'hui effectivement que cette campagne se démarque par le fait qu'elle est d'abord à l'image, je dirais, des avancées, notamment de cette Algérie, notamment que ce soit des avancées politiques, des avancées économiques, des avancées aussi en matière de citoyenneté, puisque c'est aussi l'élément majeur dans cette équation politique, notamment lors des campagnes électorales. Et là, je reviens un peu sur un élément fondamental qu'il faudra rappeler dans ce débat, à savoir l'écosystème politique dans lequel aujourd'hui cette campagne électorale ou cette élection se déroule. Ça a été dit effectivement, beaucoup de facteurs ont changé, notamment nous sommes dans un écosystème, je dirais, politique beaucoup plus favorable, avec une stabilité politique en comparaison, en fait, si on revient en 2019, juste pour prendre un exemple très concret. Vous avez aussi notamment ces institutions relégitimées, vont debout et stables, et notamment représentatives, avec qui exercent cette démocratie représentative à travers justement les deux chambres parlementaires. Vous avez aussi des instances qui ont vu le jour, qui ont permis effectivement des champs d'expression beaucoup plus importants, notamment, et là peut-être je prêche pour ma paroisse, notamment pour l'Observatoire, mais aussi pour le Haut Conseil de la Jeunesse et d'autres instances, qui ont permis de créer un trait d'union avec le citoyen lambda pour qu'il puisse émerger dans cette équation, dans cette agora politique et aujourd'hui électorale. Il y a aussi, bien évidemment, et là je reviens sur l'élément fondamental, qui est le citoyen lui-même, avec cette démocratie participative beaucoup plus enclin à répondre à ses aspirations et ses attentes en étant justement un acteur majeur dans l'équation. Rappelez-vous, aujourd'hui nous avons des politiques locales, notamment en matière de collectivité, qui sont co-gérées, co-éditées, co-rédigées avec justement le tissu associatif, avec la société civile. Et ça en soi, c'est une avancée qui permet aujourd'hui effectivement de dire que je me répète, que cette campagne est à l'image, je dirais, des avancées notamment et des jalons accomplis aujourd'hui à ce jour par l'Algérie. Cette Algérie nouvelle, ambitieuse, audacieuse, et d'ailleurs aujourd'hui, vous l'avez noté à juste titre, nous avons une campagne qui est beaucoup plus moderne et en phase, je dirais, avec les codes sociétaux, sociaux, mais aussi les codes de la jeunesse, puisque vous l'avez rappelé, notamment cette présence très importante sur les réseaux sociaux, notamment pour parler aux jeunes. Quoi de mieux que justement adopter le même vocabulaire et adopter les mêmes codes, notamment sociétaux. Mais vous avez aussi, je dirais, ce travail fondamental, important, qui est celui de proximité, qui est aussi, notamment sur cette campagne de programme et non pas de posture ou de postulat ou de populisme. Nous avons vu trois candidats, nous constatons trois styles différents avec plus ou moins de disparités en matière d'ancrage, et cela s'explique pour plusieurs raisons. Cela revient effectivement au background, au leitmotiv, mais surtout aussi au travail de fond qui a été fait depuis quelques années. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez un instant, M. Khinissa, moi je voudrais revenir avec M. Qassimi. Est-ce qu'on peut considérer, M. Qassimi, qu'aujourd'hui, M. Qassimi, est-ce qu'aujourd'hui il y a, par exemple, consensus sur les questions centrales, à savoir l'unité du pays et la cohésion sociale? M. Qassimi, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes avec nous. Est-ce qu'il y a aujourd'hui consensus sur les questions centrales, l'unité du pays et la cohésion du peuple? Je vais vous dire une chose. Quand on écoute le discours qui a été fait durant cette campagne électorale, ces 9 derniers jours, alors on s'aperçoit une chose, c'est que sur les grandes questions qui concernent la nation algérienne, il y a sans aucun doute un consensus très fort, très important sur d'abord la nature républicaine de l'État, son contenu social, sur l'histoire et les constances de notre identité,
et bien sûr sur des objectifs de développement, de croissance en matière de sécurité nationale. Ce sont tous de grands dossiers sur lesquels il y a un grand consensus, bien sûr. Et il ne faut pas oublier aussi l'aspect diplomatique des relations internationales où les intérêts de l'Algérie sont profondément imbriqués. Quand on a entendu les déclarations de pratiquement des 3 candidats, on s'aperçoit d'abord qu'il y a un consensus, deuxièmement qu'il y a unité nationale et aussi, très important, qu'il n'y a pas de brèche sur certains aspects qui ont une relation avec notre sécurité nationale. Donc, dans l'ensemble, nous pouvons dire qu'il y a une démarche commune, bien sûr, avec des programmes différents, mais au niveau des principes et au niveau de la doctrine, je pense qu'ils sont tous dans la même ligne éditoriale. Alors, Monsieur Nassat Rabat, moi je voudrais revenir avec vous aussi sur cet aspect. Vous êtes en ligne avec nous à partir de Paris. Est-ce qu'on peut considérer que c'est ce qui ressort également avec la communauté algérienne installée à l'étranger, notamment en France? Oui, bonjour Madame Hachmi, Bonjour. bonjour aux invités. Effectivement, je crois qu'il est important de rappeler aujourd'hui dans nos échanges que tout d'abord une campagne présidentielle et une période présidentielle, c'est d'abord relatif à un état d'esprit et finalement un état d'esprit au moment même de cette élection. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le peuple algérien est dans un état d'esprit positif. Positif parce qu'on peut le rappeler, je crois que l'humeur du moment, c'était l'humeur de ces médailles qui sont venues faire briller l'Algérie, dans la gaieté, dans la prospérité, mais notamment une Algérie qui, depuis décembre 2019, voit le chemin de la réussite s'ouvrir devant elle. Et je crois que le peuple algérien, aujourd'hui, en est conscient. Et ça singularise l'état d'esprit, aujourd'hui, de cette élection présidentielle, contrairement au contexte que nous avions en 2019, qui était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus instable et beaucoup plus tendu, on dirait, sur le point de vue social. Aujourd'hui, cette élection se caractérise par le fait qu'il y a une humeur positive, finalement par un bilan d'action politique qui a été mené par le président Abdelmadjid Tebboune, le président aujourd'hui candidat, parce que là on parle bien du candidat, et aujourd'hui cette humeur se traduit par un enthousiasme, par la poursuite aussi d'une volonté affichée et engagée par le peuple algérien finalement, qui s'est aussi un peu plus impliqué d'une manière démocratique et d'une manière participative. Donc en clair, elle intéresse beaucoup plus les électeurs algériens, qu'ils soient ici ou ailleurs. Tout à fait, parce qu'il y a aussi une globalisation, une mondialisation des débats politiques. On voit bien que les enjeux politiques, les menaces politiques, finalement le conflit en Palestine que traverse le peuple palestinien ou le conflit sahraoui, aujourd'hui a été médiatisé d'une manière plus globale et plus mondialisée. Et ce fait-là, c'est que les citoyens algériens se resituent par rapport à la position que prend l'Algérie, s'identifient et se politisent aussi dans les esprits à la situation et à la position que prend l'Algérie depuis l'esprit de ce novembre 54 où l'Algérie défend naturellement les pays opprimés, les pays qui sont privés de leurs droits le plus absolus, leur liberté le plus absolue et notamment leur souveraineté. Donc ça contextualise et ça nous met dans une position favorable à une participation, à un peuple algérien qui est beaucoup plus partie prenante, une société civile qui est beaucoup plus partie prenante de par l'exercice qu'elle a pu avoir, et on me rappelle, et mon collègue de l'Observatoire l'a rappelé, mais je le ressouligne, c'est-à-dire à travers le Haut Conseil de la Jeunesse, notamment, et l'Observatoire national de la société civile, qui resitue, qui remet au corps du projet algérien, depuis 2019, les citoyens et les citoyennes. Car nous sommes en nous, chaque Algérien et chaque Algérienne est dépositaire finalement du renforcement de cette citoyenneté, et nous sommes aussi dépositaires de la réussite finalement du projet algérien que chacun d'entre nous portons dans notre citoyenneté. Alors, je me tourne aussi vers Dr Hassan Derar. Est-ce qu'on va passer bien sûr du réel vers le virtuel? Est-ce qu'on peut considérer que cette élection suscite aussi de l'engouement sur la toile? On est en train de voir des images à longueur de journée diffusées sur, bien sûr, les discours des candidats, leur image. Il y a même des questions qui font aujourd'hui polémique et même créent de l'intérêt de la part, bien sûr, des électeurs. Est-ce que cet engouement indique qu'il y a un grand intérêt pour cette présidentielle comparativement aux précédentes, celle de 2019 et celle qu'on a traversée encore les années précédentes durant le parcours, bien sûr, de l'Algérie indépendante? Bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement,
on voit clairement que cette campagne s'inscrit dans un contexte totalement différent. Nous étions avant cette révolution avant cette révolution numérique, nous étions dans un environnement fermé, un environnement donc limité dans le temps et dans l'espace, un environnement dans lequel il y avait une rareté de l'information, la difficulté d'accéder donc à l'information et également la difficulté d'utiliser des technologies, des outils numériques. Maintenant, avec l'avènement du numérique, avec l'émergence de la numérisation, nous sommes maintenant dans un contexte totalement différent. Nous sommes dans un environnement global et globalisé, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières, un environnement dans lequel tout est partageable, tout est partagé, et un environnement également dans lequel notre interaction avec les dimensions temps et espace ont totalement disparu. Ceci a engendré donc une abondance de l'information, une facilitation d'accéder à l'information, une circulation d'une grande vitesse, grand V de l'information, accentuée par une amplification de sa propagation. Et ceci, donc, je pense que les candidats sont conscients de cet enjeu-là et ils sont conscients que ceci a engendré cette notion de désinformation. On parle maintenant de l'industrie du faux, une industrie de la désinformation qui est opérée par des sociétés, parfois même des États qui sont derrière cette guerre, je dirais, de désinformation. Et donc, et là, l'utilisation des réseaux sociaux doit absolument, on doit faire face, on doit considérer, on doit sensibiliser énormément la population, donc la société civile, à cet enjeu-là. Et on voit clairement que les candidats, lors de leur meeting, ils prennent en considération cet aspect-là, notamment dans les réseaux sociaux. Et donc, moi je dirais que la désinformation est devenue une menace beaucoup plus géopolitique, géostratégique, qu'il faut absolument en faire face pour justement se prémunir et dans un contexte de souveraineté numérique beaucoup plus. Alors, je me tourne vers Monsieur Badis Renissa, qui est en France, en ligne avec nous à partir de Paris. Alors, est-ce qu'on peut considérer, qu'est-ce qui intéresse le plus aujourd'hui les électeurs, si on doit apporter bien sûr une lecture par rapport à ce qu'on a vécu ces 10 derniers jours? Est-ce que c'est les programmes des candidats, c'est leur engagement, c'est leur participation, c'est leur déplacement, c'est les rencontres de proximité, ou c'est carrément l'image des candidats, puisqu'on a un président candidat à sa propre succession et tout le monde aujourd'hui accourt pour aller à sa rencontre, et puisqu'on a vu aussi parallèlement qu'il a depuis longtemps adopté un langage franc et direct envers les Algériens. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, puisqu'on a vu même le candidat, le Benjamin du FFS, pratiquement avoir le même contenu de discours, c'est avoir un langage de vérité, un langage franc, et c'est le même principe aussi pour le candidat du MSP. Je pense que c'est un agrégat de plusieurs facteurs, effectivement, que vous venez de citer à juste titre. Je l'ai évoqué tout à l'heure, effectivement, nous assistons à une campagne électorale complètement déphasée par rapport à ses précédentes, notamment sur cet aspect de populisme. Nous ne le constatons plus, c'est-à-dire que nous sommes dans un rapport beaucoup plus moral et social, notamment, et politique, entre justement l'électeur et les futurs élus, notamment celui qui résidera à Morabia. Et c'est pourquoi il y a cette volonté notamment des candidats. J'ai évoqué tout à l'heure les styles, donc on a plusieurs styles notamment, mais ils convergent, en tout cas, ils ont ce dénominateur commun qui est celui du respect du citoyen. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de campagne électorale sans le peuple. Il n'y a pas de campagne électorale ou d'élection sans les électeurs. Donc pour capter cet électorat, notamment, oui, vous l'avez évoqué, nous avons ce débat des programmes, ce débat d'idées, l'ancrage social, le bilan, l'apport, le travail de fond aussi de ces partis politiques en amont. C'est-à-dire qu'une campagne électorale se travaille pendant 5 ans et non pas au lendemain de la déclaration, notamment de la convocation du corps électoral. Donc il y a plusieurs facteurs. Mais permettez-moi peut-être d'y rajouter peut-être un ingrédient qui, pour ma part, en tout cas, reste fondamental et très important, qui est celui de, je dirais, l'exemplarité en toile de fond, notamment sur les institutions. J'ai évoqué tout à l'heure, comme l'ANI, ça a été évoqué tout à l'heure. Il faut rappeler qu'une relation de confiance a été rétablie entre l'électeur et les élections. Et d'ailleurs,
d'ailleurs pas que pour les présidentielles, nous l'avons vu plus récemment avec les législatives. Donc il y a ce rapport qui a été rétabli, cette passerelle de confiance notamment, puisque, rappelez-vous, l'abstentionnisme, d'ailleurs c'est un facteur devenu beaucoup plus globalisé à l'échelle mondiale, mais qui a toute son importance notamment dans nos élections, et souvent qui était alimenté par cette démission parfois du citoyen, notamment aux élections, qui ne se sont pas du tout concernés. Or, aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. Pour la bonne et simple raison qu'il y a cette relation de confiance qui a été rétablie, il y a aussi la représentation exemplaire et probe, notamment et intègre. Je reviens sur l'instance de l'ANI. Et là, vous me permettez de revenir un peu dans une chronologie un peu plus en arrière, et notamment, rappelez-vous, avant justement les élections, notamment la validation des candidatures, cette intransigeance notamment de la justice, et notamment aussi de l'ANI, dans la gestion des dossiers des candidats, avec face à des candidats fraudeurs, entre parenthèses, et d'ailleurs la justice fait son travail dans ce sens. Donc je pense que tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui le citoyen se sent non seulement impliqué, concerné, mais surtout investi dans cette équation politique, puisqu'il sait que les dés ne sont plus pipés, que le jeu démocratique est en phase avec effectivement les enjeux, ça a été évoqué tout à l'heure, notamment tant interne que externe, et la géopolitique, on pourra en discuter tout à l'heure. Donc il se sent exister, il se sent agir, et quoi mieux qu'agir qu'effectivement à travers les urnes. Et bien évidemment, vient ensuite cette relation beaucoup plus intrinsèque entre l'électeur et notamment les candidats, où là intervient, vous l'avez dit tout à l'heure, notamment ces programmes, notamment ces promesses de campagne, mais qui encore une fois sont plus s'inscrivent dans des slogans creux, mais plutôt dans des slogans faisables, puisque j'ai évoqué tout à l'heure cette maturité notamment du citoyen, notamment sur à commencer par la reconsidération de sa pleine citoyenneté, c'est-à-dire il se sent dans une citoyenneté active, donc il est dans une espèce de, je dirais, interprétation, mais plus que d'interprétation, c'est-à-dire dans une surveillance globale justement de l'acte politique. Donc il est plus qu'impliqué, il est juge justement de cette élection, il est juge aussi des bilans des uns et des autres, notamment tant par le candidat président sortant, mais aussi par les partis politiques qui se sont inscrits dans cette élection et qui vont devoir justement démontrer qu'ils étaient dans une approche inclusive, dans une approche justement d'intérêt et de projet national qui implique le citoyen et non pas qui l'exclut comme ça a été fait par le passé. Alors, Monsieur Hassan Qassemi, alors le grand enjeu de cette élection, c'est la participation. Tous les pays et tous les candidats redoutent l'abstention. Nous avons 2 candidats issus de partis politiques qui ont des traditions politiques et une représentativité populaire, à savoir le FFS et le MSP, et un candidat indépendant soutenu par plus de 11 formations politiques, dont le FLN-RND, le Mustaqbal El Bina, des représentations aussi de la société civile avec ses différentes composantes. Cela va avoir indéniablement un impact certain sur la participation au scrutin du 7 septembre prochain, Monsieur Hassan Qassemi. Sans aucun doute, madame. D'abord, je dois revenir aux élections présidentielles de 2019. Vous savez que à cette époque-là, la situation sur le plan politique et sécuritaire était une situation des plus complexes. On sortait d'un système pratiquement de non-gouvernance à une situation nouvelle où il fallait absolument mettre en place de l'ordre et mettre en place de la discipline. Donc les élections présidentielles de 2019 sont intervenues dans ce cadre. Et le taux de participation, je dois vous rappeler, le taux de participation des votants a été de 39,88%. Il n'est pas faible quand on voit les taux de participation ailleurs dans d'autres pays, de grands pays. C'était à l'époque déjà c'était un score plus ou moins acceptable. Mais maintenant, les enjeux sont beaucoup plus importants. Pourquoi? Parce qu'un président qui est élu avec une base sociale plus forte, donc est un président qui a une assise sociale qui peut permettre au président d'aller de manière très forte, d'aller vers une réponse efficace des défis qui se posent. Maintenant, pour les candidats, les 3 candidats. Maintenant, c'est un enjeu important. La campagne électorale va se dérouler autour de la capacité de chaque candidat à répondre aux attentes des populations.
Et là, c'est très très important. Et là, chacun développera à son niveau cette capacité d'écoute. Parce qu'il va falloir, durant la campagne électorale, et pas uniquement parler, mais aussi écouter la population, écouter les doléances écouter les attentes des populations, et aussi répondre si le candidat qui recevra le quitus des électeurs sera président de la République, mais il devra aussi passer des engagements, parce que la population, les attentes de la population ne se nourrissent pas de promesses, elles attendent le candidat qui est élu sur ses engagements et la réalisation et la prise en charge des attentes des populations. Donc tout va se jouer sur cet aspect pragmatique, où les populations, en termes de niveau d'instruction, le niveau d'instruction est assez élevé de la population algérienne, la conscience est assez élevée, et aussi sur des questions d'unité nationale, nous pouvons dire aussi que le patriotisme est à son niveau le plus élevé en ce qui concerne la défense des intérêts de la nation. Mais nous avons des grandes formations politiques qui sont sur le terrain aujourd'hui. J'ai cité par exemple le candidat du FFS, une première, celui du MSP également, qui a des traditions politiques. Vous avez aussi pour le candidat indépendant, le président sortant, bien sûr, candidat à sa propre succession. Vous avez le FLL, Rendel, Moustaqbal El-Bina et d'autres formations politiques, et également la société civile. C'est important aussi que toutes ces parties soient sur scène pour, bien sûr, booster la participation, M. Hassan Qassimi. Vous devez savoir que sur le terrain politique, sur le champ politique, il y a une conjonction de forces politiques qui travaillent de manière très forte pour renforcer le front intérieur, pour renforcer l'unité nationale, et aussi pour permettre, et nous avons vu une campagne électorale qui se déroule dans le calme et dans le respect des principes en matière de tolérance, de discours expurgés de toute composante haineuse ou raciale. Donc la campagne électorale se déroule dans d'excellentes conditions qui présagent de bons horizons après le 7 octobre. Alors, après le 7 septembre, bien sûr. Alors, M. Nasser Khabat, vous vous déployez sur le terrain, vous êtes en contact avec la communauté au quotidien, vous demandez à voter massivement pour préserver le legs des martyrs. C'est important aujourd'hui pour vous d'être proche du pays, Monsieur Nasser Khabat. Oui, parce que la mère patrie, d'abord, c'est tout d'abord et avant tout notre histoire, c'est ce qui coule dans nos veines, et j'ai honneur à rappeler que nous sommes aussi tous ces enfants du 1er novembre 54, et dans lequel notre esprit doit être aussi emprunté de cette lettre du 1er novembre 54. Et aujourd'hui, plus que jamais, je crois que la communauté de la diaspora vivant en Europe et à l'étranger doit être encore plus avisée, plus informée. Car, je le disais dans mon préambule, nous sommes dans une globalisation, dans une mondialisation où toutes les forces politiques peuvent avoir et doivent jouer leur rôle. Et je crois qu'une diaspora telle que la nôtre, composée de plusieurs millions de personnes aujourd'hui, est un vrai atout pour l'Algérie, est un vrai atout pour la diplomatie algérienne. Et je crois que plus que jamais, nous devons, en tout cas nous le faisons humblement, avec des mouvements et des associations, faire élever les esprits de la conscience politique des enjeux que traverse la communauté et finalement le pays, à travers ses positions, à travers ses engagements. Nous devons accompagner, être partie intégrante et partie prenante même des débats, de manière à ce que finalement l'Algérie, comme l'a précisé Abdelmajid Tebboune dans tous ses discours, a rebalisé un projet politique global de la nouvelle Algérie avec l'ensemble de sa communauté nationale, et cet atout de la diaspora dans le monde doit résonner dans le développement et dans les actes victorieux que va vivre encore l'Algérie. Mais est-ce que cette conscience politique est perceptible auprès de la communauté aujourd'hui? Est-ce que tous les indicateurs convergent vers cette option de raffermissement des liens avec la mère patrie, puisqu'on l'a vu, la mobilisation des Algériens avec Imen Khalif, ici à l'étranger? Alors, je crois qu'il y a un héritage, j'oserais vous dire, divin de cet amour pour la mère patrie qui a toujours été traduit dans la communauté nationale des Algériens vivant à l'étranger, et notamment la diaspora qui vit en France. Nous avons toujours fait fierté de combattre pour notre indépendance. Des Algériens cotisaient massivement pour être aussi dans cette révolution algérienne qui a marqué le monde. Mais aujourd'hui, je crois que cet amour qui est présent doit se rationaliser et doit devenir plus concret à travers une conscience politique. Et nous le voyons tous les jours sur le terrain. Nous avons de plus en plus, finalement, de plus en plus d'Algériens et d'Algériennes qui prennent conscience que l'Algérie est un pays dans un univers africain et mondial qui,
aussi a des positions qu'elle respecte et qui peut-être aussi des positions qui créent et qui fait des menaces sur la souveraineté algérienne. Les actions que vous engagez actuellement, M. Khabat, pour être concret. Les actions engagées actuellement, oui. Alors, les actions de mobilisation autour de cette élection, elles n'ont pas commencé il y a une semaine parce qu'on ne peut pas considérer sérieusement un travail de fond 10 jours avant une élection ou un mois avant une élection. Au MOUDAF, au Mouvement dynamique des Algériens en France, nous nous attelons depuis maintenant plus de 4 ans à être sur le terrain de façon à mobiliser autour de dates mémorielles. Ça, c'est pour faire prendre conscience que nous avons un récit que nous devons partager ensemble et le rendre plus digne quand il est connu et su. Premièrement, et depuis plusieurs mois déjà, nous avons lancé une campagne de J'aime Bledi, j'irai voter. C'est une campagne qui permet d'avoir un leitmotiv, un slogan, j'oserais vous dire, simple, mais qui est retenu. Pourquoi? Parce que finalement, notre engagement de la citoyenneté peut se renforcer uniquement à travers des actions concrètes. Donc, nous avons usé, avec les réseaux que nous avons créés sur l'ensemble du territoire, ici, là où la communauté est présente et forte et sa représentation, nous avons fait des marchés, nous avons fait des réunions, nous avons fait encore des émissions de radio tous les jours, encore hier soir à Lyon, demain à Marseille, et nous allons notamment poursuivre les marchés. Nous avons fait les marchés de manière à aller au contact direct de la population et un endroit et un espace dans lequel aujourd'hui beaucoup se joue, et vous M. Qassimi l'a dit dans son préambule, c'est l'espace de la 5e génération, c'est les espaces médiatiques des médias, Internet, les réseaux, et cette capacité à aller là où les jeunes sont aussi, parce que au MOUDAF, nous sommes conscients qu'il faut aller là où l'information passe, là où l'information est retenue, ce sont les grands médias tels que, je vous me répète, les réseaux sociaux. Alors, docteur Dera, moi je voudrais revenir avec vous sur l'aspect, bien sûr, des moyens de communication, les moyens digitaux. Est-ce qu'on voit aujourd'hui que les candidats accordent beaucoup d'intérêt, les candidats ou les représentants, aux supports digitaux? Oui, absolument. Puisqu'on les voit souvent tweeter. Absolument, donc on le voit pratiquement dans toutes les interventions. Vous savez qu'actuellement, le cyberespace ici en Algérie, donc on compte plus de 24 millions de comptes dans les réseaux sociaux. Quand même, c'est une masse importante. C'est l'équivalent des électeurs. Absolument, absolument. Donc les candidats, ils sont conscients de cet atout, si vous voulez. Donc on cherche à convaincre, à attirer, à avoir plus de participation des citoyens grâce à une influence sur les réseaux sociaux, notamment les plus utilisés, Facebook, Instagram, etc. Et là, donc, l'Algérie, moi je pense, elle est en train de se diriger progressivement vers la société du numérique, parce que... Tout va changer à l'avenir. La prochaine présidentielle en 2029, tout changera. Moi, je pense, si je me permets de le dire, le champ de bataille donc, des futures élections, ce sera au niveau des réseaux sociaux. Parce que c'est une... Il l'est actuellement aussi. Il l'est actuellement, c'est la tendance. Maintenant, il faut savoir comment communiquer, quelles sont les bonnes informations à donner et quelles sont les informations donc, à véhiculer, notamment d'une manière assez donc, en favorisant un peu la pensée détective des citoyens, et non pas sur les émotions, pour éviter toute forme de désinformation sur les réseaux sociaux. Mais la désinformation, elle existe. Nous avons vu aussi certains candidats où leurs représentants créent parfois le buzz. Est-ce que le buzz est devenu un moyen aussi de communication? Effectivement, ça s'est devenu, disons, le champ de le nerf de la guerre en matière de communication. Parce que la désinformation, elle joue sur l'émotion. La désinformation, le fake news, ils se propagent d'une manière très, très, très vite. Et le buzz? Et donc, ça crée le buzz. Et quand ça crée le buzz... On l'a vu avec Iman Khalif, ça l'a porté vers le podium. Absolument. Et donc, il faut absolument maintenant que les candidats prennent en considération cet aspect-là, et également, ils doivent développer disons, des manières pour faire face parfois à des désinformations qui peuvent sincèrement influencer de manière négative et péjorative sur le déroulement donc, des élections. Mais est-ce qu'on peut considérer que sur certaines désinformations, manipulations de certaines images ou certains propos, par exemple, ils peuvent avoir aussi d'autres visées, nous allons les aborder dans un moment avec M. Hassan Qassimi, mais est-ce qu'on peut considérer que certains propos qui créent le buzz, ça crée aussi une communication qui suscite l'intérêt vers la personne en soi, M. Absolument, ça peut susciter l'intérêt, mais quand même, elle peut avoir également un aspect inverse, si vous voulez. Il faut répondre au buzz, il faut réagir. Moi, je pense qu'il faut réagir.
La solution, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des informations, il faut rapidement réagir. Parce que vous savez, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de comptes qui sont anonymes. Et un compte anonyme, la même chose qu'un compte d'expert, il a les mêmes choses de like et de partage. Donc on n'est pas, on est dans un environnement parfois qui est très 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 opaque. Il faut faire attention comment justement essayer de lutter contre cette désinformation, comme je l'ai dit, qui peut avoir des effets négatifs pour la participation citoyenne. Donc il faut être dans l'action et non pas dans la réaction. C'est-à-dire l'équipe de campagne qui doit impérativement être vigilante sur ces aspects-là. Vigilant et suivre tous les détails en matière de partage et de communication donc au niveau des réseaux sociaux. Alors Monsieur Hassan Qassimi, je voulais bien sûr m'adresser à vous par rapport à la question que j'ai pratiquement posée au docteur Derar, c'est-à-dire aujourd'hui on parle bien sûr du buzz, on parle de moyens de communication sur les supports digitaux, mais il y a parfois des personnes malveillantes qui essayent de détourner des propos de certains candidats. Quelles sont leurs visées et qui sont les instigateurs aujourd'hui bien sûr de ces manipulations? Est-ce qu'on peut considérer que cette campagne électorale se joue, c'est-à-dire entre Algériens, où il y a aussi d'autres acteurs qui interfèrent dans la campagne électorale et ce processus électoral, M. Hassan Qassimi? D'abord, je vais faire une observation à caractère général. La première, c'est que la désinformation est une politique de stratégie subversive qui consiste à décrédibiliser ou dévaloriser un partenaire. Deuxième élément, je vais vous donner un exemple. C'est que la déclaration qui a été faite dernièrement par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans la campagne à Constantine. Et là, c'est des propos d'abord qui ont été tenus par le président de la République, c'est des propos courageux et honorables, en affichant clairement son intention de vouloir apporter une aide humanitaire aux Gazaouis, aux Palestiniens. Et c'est des propos qui ont été bien sûr repris en l'air par des acteurs politiques subversifs qui ont donné une autre forme et un autre format à la déclaration du président de la République, faisant croire que l'armée algérienne était prête à entrer sur le territoire Gazaoui pour régler ses comptes avec l'entité sioniste. Et tout cela est faux, bien sûr. Et croyez-moi que nous sommes dans des stratégies de désinformation qui sont subversives. Et surtout qu'en matière de communication, je ne suis pas un spécialiste de la communication, mais je pourrais vous dire mon sentiment à ce sujet, c'est qu'en matière de communication, d'abord, nous devons avoir les institutions très fortes. Nous devons avoir la ressource humaine la plus qualifiée au poste de commande. Nous devons avoir aussi cette capacité de répondre rapidement quand il y a des attaques virtuelles. L'objectif est de porter atteinte à la crédibilité de l'Algérie. Et là, sur le dossier de la déclaration qui a été faite par le président de la République, je voudrais conclure sur ce point, que la déclaration du président de la République sur le plan humanitaire, elle est courageuse, elle est juste, elle est légitime et elle répond à bien sûr, des résolutions de la Cour internationale de justice et aussi à la résolution du Conseil de sécurité. Et le président de la République s'inscrit dans un cadre tout à fait légal et aussi tout à fait moral. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez, par rapport à l'exemple précis que vous avez cité, M. Hassan Qassimi, quel est le but de cette fake news et qui sont les instigateurs? Est-ce qu'on les connaît? Vous savez, depuis que la campagne électorale a commencé, l'Algérie a fait l'objet de tirs croisés. On veut parasiter la campagne électorale? Pas uniquement cela. Vous devez savoir qu'il y a certains acteurs subversifs et il y a bien sûr certains partis impliqués qui sont sur le territoire national et qui font de la sous-traitance. Donc, qui ont repris, et parfois il y a des gens qui reprennent à leur compte par méconnaissance des informations, de fausses informations, mais qui portent préjudice à l'image de marque de l'Algérie. Donc, dans tout cela, il faudrait dire qu'il est dans la conjoncture actuelle, il y a des volontés de vouloir non seulement parasiter ces élections, mais aussi de reporter ces élections à plus tard. Et ça, c'est un autre scénario qui a été bien préparé, bien ficelé, et qui consistait, vous vous souvenez, quand on a un certain moment, il y a de ça 3 ou 4 mois, on avait lancé dans les médias, dans les espaces virtuels, que l'Algérie allait reporter les élections présidentielles. Et tout cela faisait partie d'un grand complot subversif dont l'objectif était de porter atteinte à la crédibilité de l'Algérie, porter atteinte à ces élections qui, par tous les moyens, ces acteurs ont cherché à les décrédibiliser. Malheureusement, ils n'ont pas réussi, ils ont échoué. Alors, docteur Derar,
Vous voulez réagir? Oui, absolument. Moi, je voulais juste rajouter une chose, que cette désinformation, elle rapporte énormément d'argent. Il y a des sociétés qui sont spécialisées. Vous savez que le revenu en matière de désinformation, revenu publicitaire, ça rapporte entre plus de 300 millions de dollars annuellement pour des sociétés qui sont spécialisées dans cela, accentué par la propagation et par l'utilisation de l'IA. Hein, il y a l'intelligence artificielle. Absolument, pour créer des profils et pour faire rapidement, donc accélérer donc, cette désinformation. Il y a des algorithmes pour ça. Voilà, absolument. Il y a également des sociétés, donc parfois des États font appel à des sociétés pour justement faire de la perturbation et faire de la manipulation lors des élections notamment. Et ça coûte donc une ONG, Global Disinformation Index, a estimé qu'il y a entre 5 et 6 millions généralement ça coûte une désinformation 5 à 6 millions dans le cadre des élections donc de certains pays. Donc c'est une question également, elle a un aspect financier, mais également un aspect géostratégique, et parfois on veut d'une manière délibérée toucher la souveraineté des États et des pays, et donc il faut effectivement faire face à toutes ces menaces-là. Alors, Monsieur Badis Khinissa, sur le plan géopolitique, vous vouliez aborder la question. Est-ce qu'on peut considérer, avec ce qui se passe autour de nous, avec le génocide perpétré contre Gaza, est-ce qu'il y a eu aussi un niveau de maturité des Algériens sur les dangers qui les guettent? C'est ce qui a fait en sorte à renforcer encore davantage les liens entre les Algériens et bien sûr le discours de vérité et le discours vrai des candidats. Monsieur Khinissa. Si vous permettez, comme j'ai un petit déficit de temps de parole, j'aimerais juste revenir un peu sur les notions qui ont été évoquées précédemment, et d'ailleurs rebondir sur ce qui a été dit par M. Deval à l'instant, c'est qu'effectivement, la fake news, la désinformation est devenue un levier géopolitique et est devenue même une prestation qui obéit à des grilles tarifaires au profit justement de certains États voyous ou même parfois des cinquièmes colonnes qui souhaitent déstabiliser. Déstabiliser, bien évidemment, c'est le maître mot, je dirais, en période électorale, notamment aujourd'hui, qui sont les présidentielles, et c'est une tendance globale et mondiale qui est justement d'essayer de s'immiscer, essayer d'interagir, interférer lors de ces élections, peut-être avec une notion beaucoup plus soutenue, accrue, ciblée, notamment quand il s'agit de l'Algérie. Et là, je reviens un peu sur l'aspect géopolitique, effectivement. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, en matière de géopolitique, nous sommes dans un monde très fébrile d'un point de vue notamment sécuritaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue aussi en matière de plaques tectoniques géopolitiques qui s'entremêlent et qui s'entrechoquent entre elles avec des nouvelles règles, le nouvel ordre mondial. Et tous ces agrégats font qu'aujourd'hui, ajouter bien évidemment, et je reviens sur l'Algérie et cette période stratégique donc sensible ce sont les élections présidentielles, l'Algérie qui, dans tout ce brouhaha, ce sarcasme géopolitique, a su, je dirais, se hisser sur le sommet de la diplomatie mondiale et internationale, tant par ses positions franches, responsables, sages, et là je reviens sur effectivement les causes que vous venez d'évoquer, notamment des causes nobles, des causes justes, mais qui sont aussi des causes communes, qui suscitent l'intérêt commun, l'intérêt national, notamment du peuple algérien. C'est pourquoi d'ailleurs, de tous les temps, le peuple algérien s'est toujours articulé autour des positions diplomatiques de son pays. Et je reviens un peu, vous avez évoqué tout à l'heure notre communauté nationale, y compris aussi les citoyens résidant aux quatre coins de l'Algérie. Nous avons ce sentiment, plus que sentiment, cette position notamment aujourd'hui de fierté d'appartenir à une grande nation. Une nation qui effectivement a su, contre vents et marées, contre des obstacles, et Dieu seul sait, parfois des obstacles comme vous venez de l'évoquer avec cette désinformation, avec cette stratégie intrinsèquement perpétrée et orchestrée et caractérisée parfois même, puisque le ciblage de l'Algérie n'est plus à démontrer, force est de constater. Donc, malgré tous ces obstacles, l'Algérie a su justement être au diapason justement de la diplomatie noble, vertueuse, bienveillante, mais surtout la diplomatie qui est au service de la paix. Puisque l'Algérie, finalement, on lui en veut pourquoi? Parce qu'elle est cet allié fiable, redoutable aussi, puisqu'il est question aussi de stabilité du monde. Elle est en train de renforcer sa place actuellement, monsieur Badis Khinissa. Plus
que renforcer, de consolider, puisque l'Algérie n'a rien à démontrer. La diplomatie algérienne est des modules qui s'enseignent dans des grandes écoles, notamment en matière de diplomatie. Donc l'Algérie, son esprit révolutionnaire, sa trajectoire révolutionnaire, mais surtout aussi, rappelez-vous, la Mecque des révolutionnaires dans le monde, fait qu'aujourd'hui, elle capitalise, entre parenthèses, à travers des actions concrètes, je dis bien concrètes et non pas des slogans creux, comme le font certains pays, des promesses monts et merveilles pour certaines causes, comme notamment la cause palestinienne, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et notamment avec la question sahraoui, avec le génocide justement des Palestiniens et aussi la cause sahraoui. Toute cause qui défend notamment le droit au peuple à jouir de leur liberté, de leur indépendance, de leur autonomie, et surtout de jouir de leur propre futur et leur destinée. Donc, Monsieur Badis Khinissa, les Algériens semblent aujourd'hui s'intéresser davantage à cette élection. Est-ce que c'est parce que c'est l'élection présidentielle, elle attire toujours l'engouement des électeurs, ou c'est pour d'autres considérations, à savoir aussi le contexte géopolitique mondial, notre environnement mondial, que ce soit au niveau de nos frontières, par rapport à toutes les menaces aujourd'hui qui guettent notre pays, ou par rapport aussi au contexte géopolitique, puisque vous avez parlé de nouvel ordre mondial? Écoutez, j'irai plus loin encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les campagnes électorales, notamment pour les élections présidentielles, ont changé de posture, ont changé même de contenant. Je prends pour preuve, effectivement, la campagne électorale américaine, qui, je dirais, de nature, traditionnellement, était beaucoup plus axée sur une échelle beaucoup plus nationale, puisque l'américain ne voit que son quotidien. Aujourd'hui, elle a des allures et je dirais des positions, notamment sur l'international. On a même parlé pendant cette campagne de Imen Khalif. Absolument, absolument. C'est pourquoi, en fait, aujourd'hui, la campagne électorale présidentielle algérienne a des allures de géopolitique et pour cause, puisque non seulement le peuple algérien se sent investi, parce qu'il est question de défendre des causes nobles et un intérêt commun, au-delà du projet national qui est celui justement de faire élire un président qui va réformer, qui va accentuer son rapport avec le peuple et avec le citoyen pour justement porter ses aspirations et les concrétiser. Mais au-delà de ça, c'est aussi à l'échelle internationale comme extension, comme prolongement justement de ce front intérieur qui s'est renforcé depuis quelques années, qui a fait face à beaucoup de tragédies parfois, notamment les incendies, rappelez-vous, qui a aussi su démontrer une certaine solidarité, je dirais, inégalée en matière de, quand on a vécu la période du Covid, mais d'autres tragédies aussi sanitaires. Donc tout ça pour dire qu'effectivement aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, indépendamment de l'élection présidentielle, l'Algérien se sent investi comme un pilier fondamental dans cette équation qui est la maison Algérie, qui doit être stable sur ses piliers. J'ai évoqué tout à l'heure ces institutions qui ont été relégitimées, qui sont vent debout, qui sont représentatives, mais aussi, y compris, la politique, et notamment incarnée aujourd'hui par les futurs candidats, ou le futur président en tout cas, qui va devoir, d'ailleurs, et au passage, je rajouterai à son rapport avec le citoyen, à savoir un rapport politique, moral et sociétal, va devoir aussi ajouter un rapport digital. Et on a vu, M. Hassan Qassimi, des tentatives de saboter cette élection présidentielle, bien sûr, par le groupe terroriste MAC. Il y a eu, bien sûr, les déclarations de la personne qui a été arrêtée et qui voulait, bien sûr, introduire des armes lourdes dans notre pays. Alors, le futur président, fortement élu, va renforcer sa légitimité, M. Hassan Qassimi, dans le contexte aussi bien national qu'international? Sans aucun doute, d'abord il faudrait parler du président qui a déjà eu la dernière mandature, le président Abdelmadjid Tebboune, qui a passé 4 ans au pouvoir et qui a réalisé un certain nombre d'objectifs très importants. Il est déjà donné favori pour cette élection présidentielle. Bon, écoutez, je vais vous dire une chose, que les élections ne sont pas encore pratiquement jouées. Et tous les candidats ont les mêmes chances à l'occasion de ces élections. Donc chacun a la possibilité d'aller vers l'électorat, exposer son programme, afficher ses objectifs. Et aussi, bien sûr, le jour du scrutin, les électeurs donneront le quitus au candidat qui dirigera l'Algérie. Donc il faut dire une chose, c'est que l'autorité, la sécurité, la stabilité ont été rétablies avec Abdelmadjid Tebboune, ça c'est très important. Et il ne faut pas l'oublier que nous évoluons dans une conjoncture où la stabilité et la sécurité mondiale sont durement affectées par une mondialisation sauvage.
Deuxièmement, le président qui sera élu, bien sûr, le souhait de tous les Algériens, c'est que ce soit une élection où les électeurs sortiront massivement voter. Deuxièmement, où le président sera élu avec une assise sociale bien confortable, bien solide, bien forte, qui vont lui permettre aussi, parce que les défis sont importants sur le plan national, régional, international, et le président doit être assis sur une capacité électorale très forte, très importante, pour pouvoir gouverner à l'aise, gouverner dans des conditions qui lui permettront de faire face à tout. Parce que vous savez que les prochaines années qui vont arriver seront encore plus difficiles en termes de défis, en termes de prise en charge des problématiques économiques qui se posent, établir un équilibre entre les revenus et les dépenses, réduire bien sûr les déficits budgétaires, maîtriser l'inflation, répondre aux attentes des populations et particulièrement protéger le pouvoir d'achat des ménages. Ce sont et aussi prendre en charge la jeunesse. La jeunesse, ses besoins sont très importants. Il va falloir mettre en place des politiques publiques en mesure de répondre à toutes ces attentes. Et il y a un deuxième point sur lequel je voudrais intervenir et qui a été abordé par mes collègues tout à l'heure, c'est notre diaspora qui est à l'étranger, et cette diaspora, nous devons absolument l'organiser. Nous devons l'organiser pourquoi? Parce que l'Algérie doit disposer de leviers d'influence très forts, très importants sur le plan régional et international. Et je vais vous donner un exemple, le cas des Juifs aux États-Unis, c'est 2,6% de la population qui pratiquement domine tout le pays. Vous voyez que le cas de l'AIPAC qui est implanté au niveau de chaque État américain et qui fait et défait les événements au niveau de ce pays. Donc on revient à l'Algérie, nécessité absolue d'organiser, de consolider, doter les moyens de notre diaspora pour qu'elle puisse être influente et pour qu'elle puisse aussi servir les intérêts suprêmes de l'Algérie. Alors, Jean, c'est-à-dire transition toute faite avec M. Nasser Khabat, comment organiser aujourd'hui cette diaspora pour constituer cette force motrice de l'Algérie au niveau international? M. Nasser Khabat, rapidement sur la question, s'il vous plaît. Oui, on doit imaginer, je pense que, et là on peut interpeller ça et interpeller nos trois candidats majeurs à cette élection présidentielle, c'est d'intégrer dans le projet politique à partir de 2024, c'est la structuration de la communauté nationale. On ne peut imaginer aujourd'hui affronter les années prochaines sans avoir une communauté nationale et une diaspora structurée de manière organique. Elle pourra et elle devra jouer son rôle. Elle sera notamment finalement, nous sommes tous ambassadeurs et ambassadrices de cette naine patrie qui est l'Algérie, et nous sommes tous aussi les défenseurs. Et je crois que, comme l'a dit votre Monsieur Qassimi, les années à venir sont aussi des années qui vont défier la communauté nationale algérienne là où elle se trouve et la souveraineté algérienne. Et je crois qu'on peut imaginer un développement du pays sans un développement de la structuration de la communauté nationale. Donc on peut imaginer comme l'a été dans son temps et dans ces glorieuses années, l'amicale, aujourd'hui on peut imaginer à l'heure de 2024 une structuration organique, étatique, qui prend en charge les compétences, les savoir-faire, les savoir-être et finalement tout le lobby algérien qui doit pouvoir jouer son rôle et jouer sa mission comme tous les lobbies de diaspora le jouent dans le monde. Et je crois qu'aujourd'hui nous pouvons nous épargner de ça, car ça reste un enjeu stratégique et un enjeu déterminant pour la politique et même la diplomatie algérienne. Alors, M. Badis Khanissa, les slogans traduisent aujourd'hui la teneur des programmes des candidats. Ils sont accrocheurs, puisque nous avons vu pour Youssef Aouchiche, candidat du FFS, le Benjamin des candidats, le slogan c'est « Vision pour demain ». Pour Abdelmejid Tebboune, le président sortant, candidat à sa succession, c'est « Algérie triomphante ou victorieuse ». Et enfin, pour le candidat du MSP, Abdelali Hassani Chérif, c'est « Opportunité ». Tout simplement, c'est court et précis. Vos réponses aujourd'hui, Monsieur Badis Khanissa, on veut accrocher, on est en train de nous éloigner un peu des slogans, c'est-à-dire fleuves qu'on avait connus par le passé, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui ont travaillé aujourd'hui sur les propos qu'on doit tenir, sur les engagements qu'on doit tenir, sur aussi c'est-à-dire les défis auxquels on doit être confronté. Rapidement sur la question, Monsieur Badis Khanissa, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Très brièvement, effectivement, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'on a cette spécificité aujourd'hui lors de ces campagnes, indépendamment des styles, c'est que les slogans sont eux-mêmes, on est en dehors des slogans creux, on est dans des slogans pragmatiques, on est dans des slogans de vision, notamment on est sur le jour d'après, on est sur
on est tourné vers déjà l'avenir, notamment, et le post-élection présidentielle. C'est pour dire qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui collectivement impliqués, investis, à devoir jouer un rôle plein et entier, notamment dans cette équation, qui est celle d'abord, effectivement, de déterminer, identifier et élire le candidat adéquat, mais surtout aussi de commencer les gros chantiers, d'avoir un continuum aussi, puisque c'est très important, nous ne partons pas de zéro, il y a un continuum à maintenir et à consolider, il y a des réformes à apporter, et quoi de mieux qu'effectivement des programmes adéquats qui sont en lien avec, et on l'a, je pense, en substance, c'est l'objet effectivement de ce débat, en lien avec cette mutation permanente, tant sociale, sociétale, politique, interne, mais aussi géopolitique. Donc c'est très important aujourd'hui de reconsidérer tous ces éléments, mais j'aimerais aussi revenir, vous avez évoqué tout à l'heure, rapidement, M. Bedis Renissa, notamment sur la communauté nationale, structurer la communauté, je dirais accompagner la communauté, sans mise sous tutelle et avec un projet crédible, un projet qui tend vers un investissement dans un effort national, loin du clanisme, loin du despotisme, loin de l'opportunisme, parce que vous savez, la communauté a vécu, moi à titre personnel, j'en ai vécu des initiatives qui ont essayé de rassembler effectivement tout cet agrégat de compétences et de forces économiques et sociales et sociétales, mais il ne suffit pas de porter l'étendard et de dire nous devons structurer, il faut être crédible, il faut être exemplaire, il faut être propre, il faut être intègre, il faut avoir une vision, il faut avoir un background, il faut avoir une histoire, il faut avoir aussi une vision, et là je reviens sur les slogans notamment qui sont tournés vers l'avenir, pour essayer d'avoir cette symbiose et cette synergie tant riche sur la quantité que sur la qualité, puisque je parle aujourd'hui de quasi 1 million d'électeurs, notamment à l'étranger, qui vont aussi peser dans l'équation, dans la balance électorale, et aussi surtout être investis, ils sont déjà prêts, ils l'ont démontré par le passé à travers plusieurs jalons, investis à jouer tellement un rôle prépondérant en première ligne, notamment en tant que premier ambassadeur, mais surtout aussi sur le développement, l'intégration dans le développement économique, social, politique de l'Algérie, cette Algérie aujourd'hui, où je dirais, et je conclurai là-dessus, où on devrait avoir tous le seul slogan, l'Algérie avant tout, l'Algérie au-dessus de tout. Alors, bien sûr, et nous avons aussi le candidat, bien sûr, Abdelmajid Tebboune, qui a déclaré que ceux qui nous soutiennent par opportunisme, qu'ils quittent déjà cette campagne. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cet aspect, bien sûr, docteur Derard, de communication. Court et précis, c'est une nouvelle forme de communication, puisque nous avons vu sur les réseaux sociaux, plus la vidéo est courte, plus elle est accrocheuse. Oui, absolument, absolument. Donc, il y a quand même des spécialistes qui ont su. On a impliqué les spécialistes. Absolument, qui ont su comment attirer donc l'attention et comment jouer sur les émotions pour pouvoir avoir une meilleure participation des citoyens donc lors de ces élections. Moi, j'aimerais bien revenir sur une chose très importante, c'est le rôle qui est en train de jouer actuellement l'Observatoire national de la société civile pour inculquer cet esprit de citoyenneté numérique d'une part, également avec le Haut Conseil de la jeunesse pour un peu ils sont déjà déployés sur le terrain. Absolument, cette confiance numérique, cette culture numérique. Je voudrais également préciser... Ils vont à la rencontre aussi des citoyens, puisqu'on a vu aussi le directeur de campagne de M. Abdelmajid Tebboune se déployer sur le terrain, aller à la rencontre des citoyens. C'est une nouvelle forme aussi de communication. De communication, effectivement. Même les autres candidats, on les a vus. Absolument. Moi, je pense que... Aouchiche, il a commencé à partir de Bab el-Oued. Absolument. Moi, je pense que même principe pour celui du MSP. Absolument. Moi, je pense que les candidats dans leur programme doivent s'inscrire dans cette continuité. Beaucoup de choses ont été faites en matière de transformation numérique, un engagement, une volonté politique très affichée. C'est le contact direct. Hein. Absolument. Il n'y a pas d'intermédiaire. Moi, je pense que... Il n'y a pas de journaliste comme intermédiaire. Absolument. Donc, moi, je pense que beaucoup de choses ont été réalisées. Les candidats dans leur programme doivent s'inscrire dans cette continuité, notamment dans le cadre de la lutte contre la désinformation, la protection des données personnelles, le renforcement du cadre juridique et également de création d'une synergie dans le domaine du numérique pour assurer cette souveraineté numérique dans notre pays. Et bien voilà, sur ces termes, nous terminons bien sûr cette émission, 60 minutes de débat politique. Nous remercions tous nos invités qui étaient présents avec nous durant cette émission. Nous avons bien sûr avec nous Bedis Renissa qui est politologue, qui était en ligne avec nous à partir de Paris. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé
à cette émission, M. Hassan Qassemi, expert des questions géopolitiques et sécuritaires, que vous retrouverez tous les matins dans la chronique de 7h45. Docteur Hassan Derar, expert en transformation numérique, maître de conférence à l'École nationale supérieure du management, et aussi en ligne à partir de Paris, Nasser Khabat, secrétaire général du MOUDAF, le mouvement dynamique des Algériens de France. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.